Le XVIIIe siècle, surnommé le siècle des Lumières, est souvent raconté à travers ses grandes figures masculines, Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu. Pourtant, derrière ces géants de la pensée se cache un autre visage, moins visible mais tout aussi influent, celui des femmes de salon, reines discrètes de la vie intellectuelle parisienne. Parmi elles, une se distingue avec éclat, Madame du Deffand, née Marie de Vichy-Chanron. Aveugle, célibataire, sarcastique, parfois cruelle mais d'une vivacité d'esprit inégalée, elle incarne l'essence même de ce siècle fascinant. Amie de Voltaire, correspondante de Montesquieu, adversaire farouche des encyclopédistes, elle règne pendant des décennies sur un salon où se croisent les plus brillants esprits de son temps. Qui était donc cette femme qui, dans un monde dominé par les hommes, a su imposer son intelligence, sa plume, et son goût pour la conversation comme arme redoutable? Voici l'histoire de Madame du Deffand, l'une des grandes voix invisibles de l'histoire. 1. Une naissance aristocratique, aux origines d'une femme libre. Marie de Vichy-Chanron voit le jour en 1697, dans une famille noble d'Auvergne. Fille du marquis de Vichy-Chanron et de Marie Brulard, elle grandit dans un milieu très conservateur et rigide. Dès son plus jeune âge, elle fait preuve d'un esprit indépendant et d'une intelligence vive, qualité peu appréciée chez les jeunes filles de l'époque. Elle est envoyée au couvent de la Royale Abbaye de Fontevraud pour y recevoir l'éducation des jeunes filles de bonne famille. Là, elle découvre la religion, mais surtout les contradictions entre la foi imposée et la pensée critique naissante. Son esprit sceptique la pousse très tôt à remettre en question les dogmes, ce qui lui vaudra la méfiance des autorités religieuses. C'est à Fontevraud qu'elle aura eu, selon ses mémoires, une première crise de lucidité: je n'ai jamais cru, et je crois que je n'ai jamais cru que je croyais. 2. Mariée contre son gré, la parenthèse malheureuse. Comme c'était l'usage à l'époque, Marie est mariée très jeune, contre son gré, à Jean-Baptiste de Lalande, marquis du Deffand, un homme de la haute noblesse, mais sans éclat ni esprit. Leur mariage est un échec retentissant. Elle le quitte rapidement, sans jamais divorcer, le divorce étant interdit sous l'Ancien Régime. Cet épisode marque le début de sa véritable vie d'indépendance. Séparée mais financièrement autonome, elle choisit de vivre seule et de ne dépendre d'aucun homme. Un choix rare, audacieux, presque scandaleux pour une femme de son époque. 3. Le salon de la rue Saint-Dominique, un temple de l'esprit. C'était Paris, dans son appartement de la rue Saint-Dominique, que Madame du Deffand commence à recevoir les esprits les plus brillants de son siècle. Son salon devient un haut lieu de la vie intellectuelle et mondaine, rivalisant même avec celui de Madame Geoffrin, sa contemporaine. Ce n'est pas tant la richesse de ses réceptions qui attire, mais la qualité de la conversation. Madame du Deffand est crainte et admirée pour son esprit acerbe, son ironie tranchante et son refus des conventions sociales. Elle déteste l'hypocrisie, méprise la médiocrité, et n'a aucune patience pour la sensiblerie. On y croise Voltaire, qu'elle connaît depuis sa jeunesse. Montesquieu, qu'elle admire profondément. Fontenelle, Marivaux, Hainaut. Mais aussi des personnages étrangers comme Horace Walpole, écrivain et homme politique anglais, avec qui elle entretiendra une correspondance célèbre et touchante. 4. La correspondance, son véritable chef-d'œuvre. Aussi Madame du Deffand n'a pas laissé d'ouvrage philosophique ou littéraire, son œuvre majeure réside dans ses correspondances, notamment celle avec Horace Walpole, qui commence en 1766. À ce moment-là, elle a presque 70 ans et vient de perdre la vue. Cette cécité, qu'elle vit comme une tragédie intime, ne l'empêche pas d'écrire, dictant ses lettres à sa secrétaire Julie de Lespinasse, avant que cette dernière ne prenne son envol et fonde son propre salon. Les lettres à Walpole sont un mélange de confidences intimes, critiques littéraires, réflexions philosophiques et traits d'esprit. Elle révèle une femme lucide, souvent mélancolique, mais toujours incisive, refusant les illusions du romantisme et les excès des Lumières. Elle s'y moque de Rousseau, ironise sur les encyclopédistes, pleure la perte de la jeunesse, médite sur la mort. Son style est vif, direct, élégant et empreint d'une tristesse stoïque. On y découvre une femme moderne, désabusée, mais incroyablement lucide sur son siècle. 5. Une pensée à contre-courant des Lumières. Contrairement à ses contemporains qui célèbrent le progrès, Madame du Deffand se méfie des utopies. Elle critique farouchement les encyclopédistes, qu'elle considère comme prétentieux et dogmatiques. Elle admire Voltaire pour son talent, mais reste sceptique devant son militantisme. Elle croit en la raison, mais pas en la perfectibilité de l'homme.
Elle observe les révolutions intellectuelles avec prudence, voire avec pessimisme. Il n'y a point de remède à la sottise humaine, écrit-elle. Cette position fait d'elle une figure singulière, ni réactionnaire, ni progressiste. Elle incarne une forme de liberté d'esprit détachée des modes, presque intemporelle. 6. Une fin douce amère Madame du Deffand s'éteint 1780, à l'âge de 83 ans. Elle laisse derrière elle une immense correspondance, un salon déserté, et une réputation ambivalente. Certains la décrivent comme une vieille acariâtre, d'autres comme une âme profondément lucide. Mais tous reconnaissent l'acuité de son regard sur son époque, malgré sa cécité physique. Son salon disparaît, mais son nom reste dans les mémoires comme celui d'une femme inclassable, brillante, piquante, souvent cruelle mais d'une rare intelligence. Elle aura été l'amie des plus grands sans jamais chercher à briller elle-même, ce qui, en soi, est déjà un éclat. Conclusion, une voix féminine trop longtemps oubliée. Madame du Deffand n'a pas écrit de traité, ni publié de roman. Elle n'a pas fondé de courant, ni dirigé d'académie. Et pourtant, son influence fut considérable. Elle a offert un espace de liberté aux plus grands esprits du XVIIIe siècle, a su imposer sa vision critique, sa liberté de ton, et sa souveraine indépendance dans un monde régi par les hommes. Dans un siècle où l'on parlait de raison, elle en a incarné une version lucide et désenchantée. Dans une société où la femme était cantonnée à l'ombre, elle imposait les lumières froides et implacables de son intelligence. Aujourd'hui, à l'heure où la parole des femmes dans l'histoire est enfin réhabilitée, le nom de Madame du Deffand mérite de sortir de l'ombre. Elle fut bien plus qu'une hôtesse de salon, elle fut une conscience, une plume, une âme libre, au cœur des Lumières.